Il n'y a pas si longtemps, dans un lycée quelconque de France, les élèves les plus perturbateurs étaient soumis à la terrible épreuve de la colle du mercredi. Une sanction disciplinaire ayant pour but de gâcher leur après-midi de repos afin de réfléchir sur leurs actes répréhensibles. Lors de ce supplice, certains élèves ont décidé de monter une sorte de club et de s'y retrouver chaque semaine. C'est ainsi que se sont créés les rendez-vous du fond de la classe. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des rendez-vous du fond de la classe où on est tous collés et où on est tous présents pour vous amuser. Salut, salut. Eh ben salut. Comme je le disais, on est tous collés encore cette semaine. Tiens, Pilou, t'es collé pourquoi là ? Alors, c'est un peu technique. En fait, j'étais au supermarché et j'ai trouvé des bonbons réglisse, des réglisses blancs en forme de craie. Ouais. Du coup, j'ai remplacé, en cours de maths, j'ai remplacé les craies du tableau par des bonbons réglisse. Et quand on m'a appelé pour montrer si j'avais bien fait les exercices et pour corriger au tableau, et j'ai bouffé des craies. Ah ouais, c'est le double effet quoi. Ça a pas fait rire le prof de maths. Ça tourne souvent autour de la nourriture, toi, quand même, hein. C'est vachement bon la nourriture. Les fèves à la cantine. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. C'est mon côté épicurien. Mais d'ailleurs, toi Emma, pourquoi t'es collée ? En fait, je sais pas si vous savez, il y a un lundi dans le mois de janvier qui est appelé le lundi bleu parce que c'est le jour le plus déprimant de l'année, paraît-il. Ouais. Et en fait, on l'a vu en anglais. Et ça s'appelle le Blues Monday. Et en fait, après, on avait cours de physique. Et du coup, j'ai demandé au prof de physique si c'était lui qui avait inventé le Blues Monday. Et il l'a pas bien pris. Oh, franchement, alors, collé pour ça. Franchement, mon jeu de mots, il était incroyable. Et il a dit qu'il me collait parce que ma blague était pas drôle. Oh, elle était toute mignonne. J'étais dégoûtée. Moi, j'ai été collée, mais parce que j'ai collé quelqu'un. Ah ouais. En fait, il faut que je vous explique. À la colle U. Non, alors pire que ça. En fait, j'ai emprunté à mon père une super glue parce que j'en avais ras-le-bol que mes feuilles elles arrêtent pas de se détacher de mon cahier et du coup j'ai chopé une super glue dans son atelier et en fait j'ai un copain devant moi genre Pierrick et en fait il a trébuché dans la cour et il s'est fracassé le genou par terre et du coup genre ça a fait une grosse plaie et tout. Et moi, je savais pas quoi faire, tu vois. Il s'est cassé la gueule devant moi. Oui. Les pions, ils s'en foutaient et tout. Du coup, j'ai pris la seule chose que j'avais avec moi, c'est la super glue et j'ai essayé de recoller la plaie, quoi. Enfin, tu vois, de recoller les morceaux. C'est normal. Et en fait, quand le pion est arrivé, genre il m'a collé et parce que le gars il a dû finir à l'hôpital parce que ça avait collé les cailloux dedans et tout. Enfin bon, je vous passe les détails, mais je m'en veux un peu et il faudra peut-être que j'aille voir Pierrick à l'hôpital parce que le pauvre, j'espère que ça va pas être trop grave. En tout cas, un truc qui est sûr, tu feras pas médecine, quoi. Ah non, c'était pas mon choix de carrière. Tu feras peut-être plasticienne du coup. Ah. Heureusement qu'elle avait pas d'agrafe sur elle. Et toi, Andreas, du coup ? Alors du coup, moi j'ai un petit côté bricolo et en fait j'ai fait une petite bricole qui n'a pas trop été appréciée. J'ai volé tous les jets d'eau qu'il y a dans le parc du centre-ville et je les ai installés dans les toilettes des profs. Oh. Mais ça demande tellement d'investissement. Ouais. Mais moi je trouvais que c'était sympa, parce que j'avais vu des trucs sur les jets d'eau pour les toilettes, pour pouvoir s'essuyer autrement, tout ça. Je voulais être sympa avec les profs. Mais bon, c'est vrai que quand tu t'y attends pas, ça doit faire bizarre. Surtout le jet d'eau de la fontaine Oui. du parc, quoi. Je suis en train de me dire que faut pas trop que les élèves de France écoutent notre podcast parce qu'on est en train de leur donner pas mal d'idées quand même. La question est de savoir, est-ce qu'on leur donne des idées ou est-ce qu'on leur pique ce qu'ils ont déjà fait ? C'est ça. Le concept est simple. Une information vraie, une information fausse. Et c'est aux autres de la retrouver. Je me suis posé la question si la super glue pouvait servir à autre chose que coller dans le bricolage. Et en fait, je me suis rendu compte que il existait une glue qui ne servait pas que aux travaux pratiques justement, mais qu'elle servait aussi en médecine. Alors je suis allée chercher un bouquin en médecine qui expliquait que la super glue pouvait servir dans certaines circonstances à recoller des cicatrices à la place des agrafes. C'est pour ça que t'as essayé de coller le genou de ton pote. Exactement.
C'est pour ça. Alors, je suis tombée sur son invention et j'ai pas compris le pourquoi du comment, mais enfin bref. La superglue avait été inventée dans l'armée pour une arme. Pour une arme. Pour une arme, pour un En tant fusil. qu'arme. Pour un fusil, voilà. Pour genre coller les parties d'un fusil. Un fusil à colle? Genre tu lances des boulettes de colle sur tes ennemis? Non, pour les fusils qui permettent de viser, tu vois. Ouais, les snipers. Alors ils Avec appelaient pas, lunettes. Ouais. ils appelaient pas ça comme ça, mais avec lunettes, voilà. Je veux dire, les fusils qui peuvent viser, normalement, c'est un prérequis, mais... Mais c'est surtout que c'est la personne qui tire qui vise, quoi. C'est pas le fusil, normalement. On sait pas, tu sais, maintenant, il y a des fusils, ils sont autonomes sûrement. Ah bah avec l'IA... Et du coup, il y a peut-être quelques pages qui se sont collées entre elles qui fait que j'ai pas tout bien compris dans les infos qui se sont survolées, mais bon, je sais qu'il y en a une, en tout cas, c'est vrai. Putain, je connais la pierre à fusil, mais la colle à fusil, j'ai jamais entendu parler. C'est pour coller les grands blessés, les grands brûlés. Les grands brûlés. Ah. Mais ouais. non, mais moi je crois que ça existe vraiment ça. Hein. La colle colle pour les grands en brûlés. médecine. Alors après, est-ce qu'ils appellent ça de la colle, tu vois, je sais pas. Mais toi, t'as 17 médecins dans ta famille, tu sais Oui, forcément ça, non? c'est pour ça que je te dis, je crois que ça existe Effectivement. vraiment la colle en médecine. Il y a beaucoup de colles qui sont posées en médecine dans les études, ça c'est sûr. Oui, c'est vrai. Ça, c'est non, leur mais pour le côté, pour que la cicatrice soit moins moche, enfin, je crois que c'est un vrai truc. Après, peut-être que je mélange pour les éviter infos. genre tu de vois. recoudre ou quoi, ou sur des peaux où on peut pas forcément recoudre parce qu'elles sont un peu détruites par la chaleur notamment. Ouais, il peut y avoir des trucs comme ça. Et puis même, enfin, le côté, tu sais, les agrafes, quand t'as des points ou des points de suture, c'est, enfin, ça violent laissera aussi, ouais. forcément des traces, alors que, ben, je crois que la colle, ça fait que t'as vachement moins de traces pour ta cicatrice. Mais Et à Une côté de colle ça, le édition. fusil, petite question, parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris. La colle, elle a été inventée parce qu'ils avaient vraiment besoin de superglue pour l'assemblage, la conception du fusil. C'est dans le processus de fabrication du fusil, c'est dans ce cadre-là que ça a été créé? Alors en fait, elle a été inventée, mais malgré elle, c'était pas ce dont ils avaient besoin au départ. Ok. Et ça a été utilisé par la suite avec les fusils. Ok, Ok. donc ils voulaient inventer quelque chose et ils l'ont utilisé après pour les fusils après, pour pouvoir coller du coup le. Non, c'est pas pour coller, c'est pour créer le truc dans la lunette de tir. Ah, le viseur pour créer vraiment le truc qui vise. Ok, d'accord. après, ça, c'est grave possible que, genre, la colle, ça soit une expérience karaté. Hein. Bah, puis j'ai envie de te dire, il y a tellement d'avancées scientifiques qui sont obtenues en essayant de fabriquer des armes. Ouais, du coup, c'est pour ça que je suis partagée. Vas-y, je tente celui-là, moi. Je tente l'option fusil, c'est vrai. Et moi, je tente l'option médecine, c'est vrai, du coup, comme ça, on... Médecine, je dirais colle, je sais pas, parce que t'as déjà les pansements qui ont un scratch, tu vois, mais il n'y a pas de glu, on va dire, de colle comme ça. Donc moi, je dirais plus fusil aussi. Ouais. Alors, c'est partagé. C'est le fusil qui est vrai. La superglue n'existait pas. C'est en fait, ils essayaient de tracer, si je me rappelle bien, le viseur pour les fusils. Et en fait, ils ont créé cette espèce de pâte qui est devenue la superglue. Mais au départ, c'était vraiment pour travailler sur les fusils. Et c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Et après, donc, j'ai cherché par rapport à la médecine parce qu'au départ, je voulais sortir cette connerie et dire que c'était pour réparer. J'ai l'impression, alors j'ai pas réussi à trouver l'info exacte, que c'est quelque chose qu'ils sont en train de travailler, d'avoir une sorte de colle. Alors évidemment, c'est pas de la superglue. Oui, j'imagine. Mais une colle particulière pour aider justement à recoller les chairs sur certaines choses, que ça soit plus propre, plus net. Mais il n'est pas question pour les grands brûlés ou quoi que ce soit. C'est pour travailler sur certaines plaies. Ils expliquaient qu'il y avait différentes choses qui aidaient à la cicatrisation. Et ça, ils en parlaient, mais j'étais pas sûre que ça existe vraiment ou Ah, pas t'as pas encore. trouvé d'infos. Non, Ouais, j'étais pas moi, sûre. c'est juste en train de travailler dessus, ouais. Ouais, Ouais, c'est plus un champ de recherche qu'une application réelle actuelle. ouais, c'est hyper intéressant et je trouve ça hyper prometteur en plus. Ok, donc ça nous fait 1 point à Pilou et 1 point à moi. Yes. Félicitations, les gars. Matière suivante. La première info que j'ai à vous donner, c'est dans la bouche. Déjà, on sécrète énormément de salive, environ 1,5 litre de salive par jour. Et ce liquide corporel, en fait, la salive, c'est du sang qui est filtré par les glandes salivaires, qui retiennent du coup tous les globules rouges et qui donnent après la salive. Ok. Ou alors, contrairement aux idées reçues, qui sont d'ailleurs très persistantes sur le sujet, les boissons énergisantes n'influent pas du tout sur le cœur et pas du tout sur le sang. Elles n'influent pas sur la fréquence cardiaque. Les effets des boissons énergisantes sont placebo et marketing. Elles sont juste dangereuses pour d'autres choses qu'il y a à l'intérieur, mais c'est pas d'effet direct sur le corps. C'est vraiment marketing et placebo. Le mystère Ah ouais, là, tu est poses une entier. colle. On a compris la colle, Marion.
Je suis branchée colle aujourd'hui. C'est vrai que dans les boissons énergisantes, il y a alors du coup, idée reçue ou pas idée reçue, le côté, t'as le cœur qui va s'emballer, quoi. Ça joue sur la fréquence cardiaque. Mais ça peut être effectivement full bullshit. Après, il y a quand même de la caféine dedans, et genre la caféine, c'est quand même prouvé que ça agit sur le cœur, quoi. Enfin, tu vois. Oui, puis il y a bien un côté où il faut pas mélanger avec l'alcool. Ah ouais, Oui. je savais pas ça. Ah mince, zut. Là, Emma est en train de faire le décompte de toutes les fois où elle a mélangé des boissons énergisantes avec de la vodka. Mais en fait, c'est ce que j'avais lu, c'est hyper mauvais de faire ça parce que les effets des deux boissons, c'est... En cumulé, c'est vraiment très très mauvais, quoi. Faut pas être fragile ou quoi que ce soit. Mais non, mais je crois que de toute façon, l'alcool, c'est pas bien. Hein. Enfin, genre, faut... Oui, voilà. D'une manière générale, en termes de purement santé, l'alcool, c'est vraiment horrible. Boire avec modération. Ça me paraît trop gros pour être vrai, le fait qu'il n'y a pas d'effet physique de la boisson énergisante. Enfin... Salive. Après, puis la salive filtrée... C'est pas déconnant que la salive, ça soit... C'est pas... Après, est-ce que les glandes salivaires... Non, parce que il a dit les glandes salivaires, ça filtre. Mais une alors glande... non, ça sécrète. Une glande, ça sécrète, ça filtre rien. Ouais. Faut prendre une décision à un moment donné. Est-ce que c'est la boisson énergisante ou c'est complètement des idées reçues, c'est un placebo et c'est marketing, tous les effets qu'on dit, qu'on donne aux boissons énergisantes, ou est-ce que c'est le fait que notre salive est en fait du sang qui est filtré et qui retient notamment les globules rouges? Je vais tenter un truc. Ouais. Parce que depuis le début, j'écoute mon intuition et j'ai toujours faux. donc je vais aller contre mon intuition et je vais dire que celle qui est vraie, c'est que les boissons énergisantes, en fait, c'est du marketing. Ouais, tout pareil. Ouais, moi aussi, j'allais partir là-dessus. Vous partez tous les trois sur les boissons énergisantes, c'est du marketing. Ouais. Oui. Pour moi, c'est la vraie, du coup. Et ça, c'est vrai. Moi, je dirais que c'est la fausse, mais comme à chaque fois que je m'écoute, j'ai faux, bah je tente un contre-bluff. Donc un contre-bluff pour Emma qui dit que la vraie, c'est que les boissons énergisantes, c'est marketing. Ouais, moi je pense que les boissons énergisantes, c'est marketing, parce qu'en plus, la salive, ça retient les globules rouges. Mais regarde, quand tu donnes ton sang, que tu donnes juste les plaquettes, donc qui t'enlèvent typiquement les globules rouges, ça ressemble pas à de la salive, quoi. Ouais. Je sais pas, je suis pas sûr que mon raisonnement se tienne le moins du monde. Hein, okay. Non, mais moi, le truc de les glandes, ça sécrète, ça filtre pas, ça m'a convaincu. En fait, les deux, je les trouve fausses. Alors, moi aussi. Moi, je vais aller à contre-courant. Parce que pour moi, les boissons énergisantes, j'ai toujours entendu le côté que c'est vraiment toxique, mais de tous les abords. Et du coup, je vais rester sur le fait que pour moi, c'est pas placebo, ça. Eh bien, la bonne réponse, c'était que dans la bouche, on sécrète de la salive et que la salive, c'est du sang filtré par différentes parties du coup de la langue et de la bouche, notamment les glandes salivaires aussi, qui vont retenir les globules rouges. Et la salive, elle contient du calcium, elle contient des hormones, elle contient des anticorps et des substances antibactériennes. C'est ouf! C'est incroyable. Donc, faut vraiment que j'arrête le contre-bluff. Mais après, tu dis ça, mais la semaine dernière, il me semble que si mes souvenirs sont bons, t'étais grande gagnante, ex-aequo. Oui, c'est vrai. Ne sois pas modeste, c'est le cas. Mais du coup, c'est des glandes salivaires qui filtrent? Elles sécrètent pas? Alors, j'ai pas tout le détail de comment le sang arrive à la salive, mais il y a la langue qui joue dedans et les glandes salivaires qui vont retenir de ce que j'ai lu en tout cas sur différents sites, les globules rouges en partie et d'autres éléments chimiques en fait qui se font dans la bouche qui vont faire que la salive se transforme en salive et n'est pas simplement du sang, quoi. Et non, oui, les boissons énergisantes, ça a vraiment un effet sur le cœur, sur le corps et il faut faire attention et pas en consommer énormément non plus parce que ça peut être dangereux. C'est l'heure de la matière suivante. Le week-end dernier, avec ma tata, on est parti à Genève. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'agit du pays de l'horlogerie. Moi j'aime beaucoup les montres. Depuis que j'ai eu ma flic-flac pour mon entrée en CP, elle était bleue avec des fusées, c'était beaucoup trop stylé. Je fais juste une petite digression pour vous expliquer ce qu'est une complication horlogère. Donc, une montre, ça donne certes l'heure, mais pas que. Sur le cadran, on peut ajouter la date, la gestion des mois, en tenant ou non compte du fait qu'il y ait 31 jours dans le mois. On parle juste là de montres mécaniques, donc des trucs qui sont uniquement gérés par des petits engrenages les uns dans les autres. Tous ces trucs-là, c'est vraiment des chefs-d'œuvre d'artisanat. Pour le coup, quand tu arrives à un certain niveau de complication. Ma tata voulait s'acheter une montre avec une chouette complication et elle a fini par en prendre deux. La Van Cleef & Arpels Midnight Planetarium donne certes l'heure,
mais elle dispose aussi d'une complication mécanique qui représente sur le cadran les planètes de notre système solaire. Chaque planète se déplace sur son propre disque autour du Soleil en fonction de son temps de rotation réel. C'est-à-dire que quand tu regardes l'heure, tu peux en profiter pour voir où est Saturne par rapport à nous et au Soleil. Et donc la deuxième montre, c'est la Zenith DeFi 0G. Elle dispose en plus d'un module gyroscopique à cardan, sobrement intitulé Gravity Control, qui lui permet d'afficher la pesanteur locale en temps réel. Ce qui est fort utile si tu te retrouves au sommet de l'Himalaya, au fond de la fosse des Mariannes, ou tout simplement sur la Lune. Ouais, alors c'est utile dans des situations, voilà. Après, est-ce que savoir où est Saturne par rapport à toi, c'est super utile, tu vois? Est-ce qu'elles ont déjà été utilisées, genre par exemple celle avec la gravité, pardon. Est-ce qu'il y a des sportifs qui l'ont pris, des spationautes Tout à fait. Tu peux, en fait, c'est un truc, c'est les montres d'alpinistes. Pour le coup, c'est quand même relativement connu. T'as souvent des altimètres. T'as deux grands trends dans les montres à complications. T'as les montres de plongée. En plus, c'est très à la mode en ce moment. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on entend parler de fou là. Qui est montre de plongée, tu peux descendre très 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 bas. Et des montres d'alpinistes, où c'est des trucs qui vont ou des montres de pilotes même, qui vont avoir des altimètres. Donc le côté, en fait, dans les complications, ils aiment bien le côté grosse performance, tu vois. Les montres qui sont très connues comme ça, portées par des astronautes, c'est la Moonwatch de Omega. Ouais. Ça, c'est celle qu'avait Buzz Aldrin quand il a posé le pied sur la Lune. Mais pour le coup, c'est des chronographes, c'est pas, t'as pas de complications invraisemblables dans les trucs comme ça. Ok. Là, on parle les deux montres dont j'ai parlé, c'est deux montres qui sont très récentes. Bah, je t'avoue que la montre qui montre l'emplacement des planètes dans le système solaire, je trouve que c'est entre guillemets, alors entre grosses guillemets, hein, parce qu'on s'entend, mais plus vendeur dans un truc, on va dire, un peu de luxe qu'une montre plus technique, entre guillemets, qui va être sur l'altimètre ou quoi, qui elle serait plus sportive, tu vois. Et du coup, risque d'être peut-être cher par rapport à des trucs numériques qui existent et qui fonctionnent peut-être bien et moins cher à produire. Les gens qui achètent des machins comme ça achètent des machins comme ça pour pas parce que le numérique leur donne la possibilité de l'avoir pour pas cher. Ils achètent ça pour montrer qu'ils ont un truc invraisemblable. Ils ont l'argent pour acheter ça. Je vous donnerai les prix je peux même vous donner les prix des deux montres d'ailleurs. Ok. Mais du coup, les deux, elles existent. C'est quoi ton info, vrai ou fausse? Dites, il y en a une qui existe. Non, il y a un truc pour lequel je bullshit, hein, mais c'est à vous de deviner lequel. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas sur le calcul de la gravité, c'est comment la montre peut sentir ça. Et ensuite, deuxième question, parce que je m'y connais pas, genre ta gravité, elle change si t'es sur le haut de l'Himalaya ou quoi? Ta gravité, elle change exactement. La gravité, de toute façon, c'est en fonction de là où t'es par rapport au centre de la Terre. Puisqu'en fait, c'est le centre de la Terre qui t'attire. Alors, si tu descends très très bas ou si tu montes très très haut, ta pesanteur, elle varie. Alors, elle va varier un petit peu. Non, mais... moi, j'aurais tendance à dire quand même les planètes qui existent. En fait, moi, le deuxième là, le truc de gravité, ça me dit un truc. Mais je me dis, est-ce que ça me dit un truc parce que, comme tu l'as dit, on a fait des montres numériques qui faisaient ça. Et du coup, est-ce que j'en ai entendu parler parce qu'en fait ça existe mais pas en mécanique, ou est-ce que ça me dit un truc parce que vraiment ça existe et t'as inventé le système solaire, tu vois. Mais d'un autre côté, je me dis le truc de système scolaire système scolaire, ouais. Excusez-moi, ça te dit quand t'as cours et tout. Ça te réussit pas à l'école, hein. Ça te dit ton emploi du temps et tout. En vrai, mais c'est ça qu'il faut inventer. Moi, mes élèves, ils sont toujours en retard et ils ont perdu toujours la salle là. Du coup, non, en vrai, le truc du système solaire, moi, ça me paraît moins probable, mais d'un autre côté, je me dis, genre, en type de truc que gens riches achetant du luxe pourraient consommer, ça marche bien quand même. Donc, je suis un peu partagée. Mais je crois que je dirais quand même que le système solaire, c'est faux, mais je sais pas si je fais pas un contre-bluff. Moi, c'est pareil, le système solaire, en fait, je me dis comment il le calcule. Est-ce que ça, t'as des infos? Comment il arrive à le voir? Enfin, comment la montre arrive à capter ça? Elle est paramétrée pour. C'est qu'elle connaît les temps de rotation des différentes planètes autour du système solaire. C'est juste les bons engrenages à mettre aux bons endroits. Alors bon, ça fait beaucoup d'engrenages, c'est un peu technique, mais j'ai envie de te dire, pour moi, on sait que Mercure met tant de jours à faire le tour de la Terre, à faire le tour du Soleil. On sait que Saturne met tant de jours, etc., etc. Et la petitesse de l'objet qui fait que ça rend aussi. En fait, c'est ça, c'est que t'as quand même toutes ces complications. Tu dois quand même faire rentrer ça dans des trucs qui, au grand maximum, font 4 cm et demi de diamètre pour 1 cm d'épaisseur. Oui, non, mais... Et là, on parle d'une grosse montre, on parle d'une très grosse montre, là, déjà. On est bien d'accord que c'est très dur à faire. Mais du coup, c'est vrai que dit comme ça, je me dis que peut-être que le système solaire, on
on a plus les données pour l'intégrer dans des engrenages, tu vois. Moi, je pense que je vais dire que le truc de gravité, c'est vrai, et que donc l'autre, c'est pas que c'est faux, mais c'est qu'elle est pas encore sortie. Moi, j'avais dit la gravité, c'est vrai aussi. Et ben moi, je suis sur le système solaire. Alors, la Van Cleef et Arpels Midnight Planetarium, C'est vrai qu'il y avait les noms, j'avais oublié. elle existe tout à fait et elle représente les planètes de notre système solaire Waouh. qui tourne. C'est une très très jolie montre, c'est très poétique. On parle d'une montre qui coûte la modique somme de 268 000 €. Ah oui. Waouh. Ça va. Il y a quelques diamants dessus pour justifier le prix aussi. Alors la Zenith Defy Zero G est également une montre qui existe. Elle dispose de ce module gyroscopique à cardan qui ne lui permet pas du tout d'afficher la pesanteur locale en temps réel. En revanche, grâce à ce système, ta montre ne peut pas se dérégler, quelle que soit la pression ou la gravité qui est appliquée. Ah, mais c'est pour ça. J'en ai entendu parler de ce truc. Donc tu peux aller dans l'espace avec. En théorie, ta montre ne va pas prendre de retard. Le fait que tu sois dans l'espace avec et qu'il n'y ait pas de pesanteur va pas lui poser de problème. Au suivant. Comme t'as parlé de planètes, moi j'ai un truc avec les planètes aussi. T'es dans le cours d'histoire. Et en fait, on a eu des anecdotes sur le mois de janvier. Et il y en a un qui concerne les planètes. Et un qui concerne pas du tout les planètes. Mais qui concerne la raison pour laquelle je me suis fait coller. Donc il y a un peu de cohérence. Du coup, l'histoire des planètes que j'ai appris pendant ce cours d'histoire du mois de janvier, que au tout début du mois de janvier, tous les ans, en gros peu ou prou autour du mois de janvier, mais ça change selon année bissextile, comme tu l'as dit, c'est le moment où la Terre, elle est le plus proche du Soleil. Alors qu'on penserait pas, parce que du coup, il fait froid et tout. mais c'est le moment où la Terre est le plus proche du Soleil, le début janvier. Et l'autre info qu'on a eu pendant ce cours d'histoire du mois de janvier, c'était que, vous savez, mon fameux lundi bleu dont je vous ai parlé, le nom s'est inspiré de la période bleue en peinture de Picasso. En fait, c'est un peintre, c'est des amateurs d'art qui ont trouvé que la période bleue de Picasso, c'était une période où les tableaux, ils respiraient un peu la dépression et que la couleur bleue, c'était un peu la déprime et tout. Et du coup, on l'a appelé le lundi bleu parce que ça permettait de faire le jeu de mots avec le Blues Monday, justement, et que par rapport aussi à la période bleue de Picasso. Après, comme j'étais au fond de la classe, je sais pas si j'ai très bien écouté les anecdotes, du coup, peut-être il y en a une que j'ai un peu déformée. Ça n'a pas un nom justement les... Ah non, c'est pas quand le soleil se rapproche, c'est quand le jour et la nuit font la même durée. L'équinoxe. Je parle de l'équinoxe. Équinoxe, ah ouais, d'accord, donc rien à voir. Et du coup, c'est ce qui pourrait expliquer que le mois de janvier, c'est genre le début de l'année, c'est le début d'un cycle. Ça non, mais ça par contre je pourrais te l'expliquer pourquoi le mois de janvier c'est le début de l'année, mais c'est vraiment très tardif. Parce que j'ai comme dit Marion, moi je suis plus axé sur les solstices ou les équinoxes, tu vois. Ouais. Et le solstice d'hiver, c'est aux alentours du 20 décembre, si je dis pas de bêtises. Ouais, le 20 ou le 21. J'aurais dit 23. Ouais, mais c'est ça. Moi, je pense que ce qui est vrai, c'est effectivement la planète, parce que je crois qu'il y a un bail comme quoi c'est contre-intuitif, justement, la distance entre le Soleil et le fait qu'il fasse genre plus froid en hiver, plus chaud en été, qu'il y a une inversion qui est pas forcément logique. Sachant que je viens de débloquer un truc dans ma tête, mais il fait plus froid en hiver chez nous. Tu prends l'hiver dans l'hémisphère sud, il fait plus chaud. Ah oui, complètement. La Terre est pas inclinée pareil, donc oui. Donc ouais, c'est vrai que ça pourrait être la vraie du coup. Moi, je pense que c'est la une qui est vraie. Et t'en penses quoi, toi, Marion ? Moi, du coup, je vais être à contre-courant, encore une fois. Le Blues Monday, ça me parle sur la question du traitement de la couleur, des émotions que ça amène, et du coup, d'y relier à la dépression. Et du coup, moi, je vais partir sur le Blues Monday qui est vrai. Donc, j'ai un Blues Monday à cause de Picasso pour Marion, et sinon... Les garçons, vous êtes du côté de la Terre est la plus proche du Soleil. Non, pas sur la Lune. Pas sur la Lune, je suis sur la Lune, n'importe quoi. Je suis sur le Soleil, oui. Ouais, et en fait, en effet, c'est vous qui avez raison, les garçons. Ça s'appelle la périhélie, donc littéralement en grec autour du Soleil. C'est la période où la Terre est la plus proche du Soleil, c'est au mois de janvier. Et en fait, vous l'avez très bien expliqué. Pourquoi est-ce que chez nous il fait froid ? C'est juste à cause de l'inclinaison de la planète. Donc vous aviez tout. Donc bravo à vous. Vous avez bien écouté pendant le cours d'histoire du mois de janvier. Et en fait, non, l'histoire du lundi bleu, ça n'a rien à voir. Donc en fait, on a traduit ça en français, le lundi bleu, parce qu'en anglais, ça s'appelle le Blues Monday. Ouais. Mais blues, ça n'a rien à voir avec la couleur. C'est vraiment le fait d'avoir le blues, le fait d'être un peu déprimé. C'est
un truc complètement inventé, cette idée que le 3e lundi de janvier, ce serait le jour le plus déprimant de l'année. En fait, c'est un truc qui a été inventé au début des années 2000, dans mon souvenir de mes recherches au CDI, je crois que c'était en 2005. Et c'est une agence de voyage britannique qui a décidé de créer ce concept pour encourager les gens à faire des réservations pour aller voyager au soleil pendant l'hiver. Ces voyagistes, quelle bande de charlatans chez Booking. Donc voilà, et en fait, c'est vraiment un truc, genre, il n'y a pas vraiment d'études sérieuses qui ont été faites, et le peu d'études qu'il y a eu n'ont montré aucune corrélation entre le moral et le 3e lundi du mois de janvier. Donc c'est vraiment une création purement marketing. Voilà. Alors du coup, moi j'ai quand même une question, parce que tu nous as dit tout à l'heure, le janvier c'est le premier mois de l'année, pourquoi en fait, pendant très longtemps, il n'y avait que 10 mois dans l'année, et d'ailleurs le premier mois de l'année c'était mars, et c'est pour ça que le 7e mois c'était septembre, le 8e octobre, le 9e novembre et le 10e décembre. C'est pour ça que les derniers mois de l'année, alors que pour nous c'est 9, 10, 11, 12, bah en fait dans les noms c'est ça, ils s'appellent 7, 8, 9, 10. Je sais plus si c'est au 6e ou au 7e siècle, mais en tout cas c'est vraiment le début du Moyen-Âge, la fin de l'Antiquité tardive, où il y a eu des changements de calendrier et on a un peu créé les mois de janvier et de février, parce que comme ça c'était plus en phase avec les phases de la Lune. Mauvais choix de mots. Voilà. Et ça c'est une info vraie. Du coup, c'est qui a gagné? C'est moi? C'est encore toi. C'est toi. Ouais. Ah là là toi, là c'est là là. tout ou rien en fait. Soit tu gagnes, soit tu fais 0. Bah, je me dis que c'est un peu comme mes résultats à l'école. On m'appelait en dents de scie. Des fois c'était très bon, des fois c'était très mauvais. Voilà. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et essayez de pas trop vous faire coller. Allez, salut. Et bah, les bye. Vous voulez vous aussi être au rendez-vous? Alors retenez bien, chaque mercredi, durant toute l'année scolaire, c'est l'heure des rendez-vous du fond de la classe. Un podcast. Gna gna gna. Production.